Bon, chers amis, voici maintenant l'instant que vous attendez tous, j'en suis sûr, celui de la présentation du nouveau président du SIGREF. Le palmarès sportif impressionnant de Bruno-Marie Rose, notamment dans la discipline du relais 4 x 100 mètres, m'inspire la belle analogie du passage du témoin. Je vais donc passer aujourd'hui le témoin à une personnalité engagée de notre écosystème, une personnalité dont les qualités professionnelles sont unanimement reconnues, une personnalité qui possède une connaissance fine de notre écosystème et de ses préoccupations, et une personnalité dont le grand groupe international qu'elle représente au SIGREF est l'un des piliers de l'économie française. Une personnalité, enfin, dont nous avons pu apprécier au sein du conseil d'administration du SIGREF les qualités intellectuelles et humaines, le sens de l'écoute et du dialogue, l'esprit de collégialité, l'engagement, enfin, au service des membres du SIGREF et de l'intérêt général. La décision de présenter sa candidature à la présidence du SIGREF ne se prend pas à la légère. C'est une décision qui requiert que soient remplies plusieurs conditions, et pour les dirigeants que nous sommes, ce n'est pas chose facile que de les réunir. Il est nécessaire tout d'abord de disposer d'un minimum de temps, quand je dis minimum c'est un euphémisme, à consacrer tant à la gouvernance qu'à la représentation qu'exige la fonction, dans un agenda déjà très contraint. Il est indispensable ensuite de recueillir le consentement de sa direction générale et de pouvoir compter sur son soutien. Il est primordial enfin de rassembler le conseil d'administration, non pas autour d'une personne, mais d'un projet cohérent avec les préoccupations et les enjeux de nos adhérents. Cette personnalité, mesdames et messieurs, et je sais que c'est un sujet d'intérêt pour beaucoup d'entre nous, n'est pas une femme. Il se trouve, alors que mon mandat arrivait à échéance, qu'aucune des administratrices du SIGREF, comme la plupart des administrateurs d'ailleurs, ne se trouvait en situation de réunir les différentes conditions que je viens d'évoquer. Celles ou ceux qui liraient dans cette désignation d'un homme à la présidence du SIGREF un phénomène d'accaparement masculin des attributs du pouvoir se tromperaient lourdement. D'abord parce que nous aurions tous été très heureux, je vous le garantis, si une administratrice avait été en situation de présenter sa candidature. Mais surtout, soyons très clairs, parce que nulle part, moins qu'au SIGREF, la fonction de président de notre association fait l'objet de rivalité de pouvoir. Nous le reprocher reviendrait à nous faire un très mauvais procès. Et par ailleurs, un tel procès ne rend pas justice aux efforts que le SIGREF consent depuis plusieurs années et sans aucune réserve en faveur de la féminisation des métiers du numérique, mais aussi pour améliorer la mixité de son conseil d'administration. Cette clarification nécessaire étant apportée, je vais maintenant procéder au passage du témoin du SIGREF, certainement, je le regrette, avec moins de qualité technique que ne l'aurait fait Bruno-Marie Rose, mais avec la même énergie. Avec le même plaisir et avec la même conscience du devoir accompli qu'il a dû ressentir sur la piste des Jeux Olympiques de Séoul en 1988, où il remporta une médaille de bronze qui m'a fait rêver. Je passe le témoin du SIGREF, mesdames et messieurs, à Emmanuel Sardet, DSI adjointe et CTO. Et je vais essayer de ne pas laisser tomber le témoin. Ceux qui me connaissent, mesdames et messieurs, chers amis de SIGREF, ceux qui me connaissent savent combien je suis plus à l'aise dans les bureaux entre quatre yeux à négocier avec les dirigeants de ces grandes firmes de tech dont j'ai gardé l'habitude de batailler, de côtoyer, que d'être devant vous et de partager avec vous l'immense honneur que m'ont fait mes pairs du conseil d'administration. Alors, quand j'ai rejoint le Crédit Agricole, je venais d'une quasiment 20 ans d'une carrière internationale, et quand vous êtes dans un rôle de leader technologique au niveau mondial, vous voyez le monde différemment. Vous voyez ce monde plein d'opportunités qui s'agitent, avec beaucoup de choses qui se passent, toutes positives, avec des acteurs et des flux financiers, de l'audace, plein de choses qui se passent, qui vous font rêver. Et puis lorsque j'ai rejoint le groupe Crédit Agricole en 2019, j'ai découvert un groupe passionnant et j'ai appris à reconsidérer
cette empreinte et le pourquoi j'avais fait ce métier au service de la technologie. Pourquoi? Parce que ça m'a donné un sens sur cet accompagnement de la transformation sociétale. C'est une école aussi assez exigeante, où on vous apprend à ne pas être trop leader, à incarner la fonction juste comme il faut, avoir la vraie posture du régalien, mais pas trop. Et donc, vous comprenez que je suis en plein apprentissage et vous me pardonnerez les quelques écarts ou les comportements qui peuvent rester de mes anciennes expériences. Mais ce qui me rassure, c'est que le SIGREF n'est pas un lieu de pouvoir. Ça me rassure. C'est vraiment un lieu d'échange collectif où la parole est écoutée. Ce qui me motive, c'est que c'est vraiment un facteur d'influence. Et ça, on a pu le développer et le voir avec ton égide et ton leadership, cher Jean-Claude, depuis plus d'1 an. Et se considérer comme un levier d'influence, on voit qu'au service des entreprises adhérentes, qu'elles soient dans des marchés en France ou à l'international, c'est si précieux. C'est si précieux et c'est probablement le levier le plus puissant au service de l'intelligence collective. J'aurai donc au cours de mon mandat l'ambition, avec le conseil d'administration, de renforcer ce qui marche bien et puis de développer ce qui doit l'être. Alors j'ai quelques remerciements à faire et puis on vous a promis probablement quelques nourritures terrestres à venir. Donc je sais bien que je suis dans ce créneau de fin de journée. Mais je voudrais remercier Mahamadou, merci beaucoup pour cette prise de parole. Gilles, dont maintenant depuis quasiment 5 ans, je fais du paiement au quotidien et tu sais pourquoi. Mais aussi Julien et Bruno avec cette inspiration qui a été la tienne sur ce passage de carrière et puis ce fil rouge. Alors, il y a quelques thématiques, je ne vais pas les reprendre, mais il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de remercier nos partenaires, les homologues du SIGREF. Et ceux qui me connaissent, j'ai quelques amis de 30 ans dans la salle, savent qu'en cumulé, j'ai dû passer quasiment 2 ans en Allemagne, 2 ans en Belgique, 2 ans aux Pays-Bas. Et donc, chers amis, je vais le faire en français parce que c'est la règle, mais on passera dans une autre langue, probablement la vôtre. Alors, le néerlandais, j'ai encore du mal, mais même après 2 ans, j'arrive à soutenir 1 minute de conversation à peu près, mais guère plus. Et merci beaucoup. Donc, je veux parler de Voice en Allemagne, de Beltug en Belgique et de CIO Platform aux Pays-Bas. J'ai l'espoir qu'on arrive à convaincre d'autres collègues dans d'autres pays en Europe pour pouvoir faire encore plus fort ensemble. Je ne vais pas revenir sur la problématique de dépendance technologique. Vous savez combien j'y attache de l'importance. Elle est très difficile à partager, à expliquer à nos dirigeants, aux élites politiques. À commencer par moi-même, dans mon entreprise, ce n'est pas quelque chose d'intuitif et en particulier en France d'expliquer que la dépendance technologique est un facteur important de la dépendance économique. Vous allez certainement m'entendre de temps en temps sur ces non-partages de valeurs, cette chaîne de valeurs, cette intégration verticale. Quand je fais peur aux gens en disant que les énergéticiens maintenant sont capturés par les grands acteurs du cloud, que les autres acteurs doivent développer des stratégies de parasites pour pouvoir survivre et s'assurer de recourir aux capitaux ou au cash, je vais certainement vous ennuyer si je vous raconte toutes les discussions avec les VC américains qui me racontent qu'ils ne peuvent plus mettre un ticket à 200 millions pour partager à l'affaire. Et donc je le prendrai autrement. Je le prendrai autrement en m'inspirant de conversations de ces sociétés de tech elles-mêmes. J'étais la semaine dernière dans la vallée à San Francisco avec la CIB du groupe pour essayer de joindre nos efforts. Et puis, vous savez, il y a quand on pose la question à des gens, on a l'impression qu'ils sont dans la même cour, que c'est des géants technologiques. Par exemple, on peut parler de nos amis. Donc, on a Georges Kurian, pour ceux qui le connaissent, qui est le CEO de NetApp, qui est un grand acteur de la tech sur la partie de stockage. Et puis, il a Thomas Kurian, qui est son jumeau. C'est assez perturbant quand on les voit tous les deux, et qui est le patron mondial de Google Cloud. Mais quand on leur parle, la question, et on leur dit, mais vous, comment vous arrivez à faire en tant qu'Américain? Vous devez avoir de bonnes relations avec Broadcom. Et entre quatre yeux, ils te disent, mais Emmanuel, mais
pour nous, c'est pareil. Si tu ne prépares pas ta négociation avec Broadcom, si tu ne choisis pas de casser ta relation avant de la négocier, eh bien, notre ami Hock, il te tue. Business parlant, business is business. Il n'y a rien de personnel. Donc, un des travers, je pense, et qu'on s'attache à corriger, c'est il ne faut pas penser que ces entreprises de tech sont structurellement ou émotionnellement contre l'Europe. Bien entendu, on a des désaccords de vue du monde, des désaccords de socle sociétal. Mais néanmoins, la porte est ouverte, il me semble, mais c'est à nous, à la fois de se mettre en mode combat, ce qu'on a appris à en faire avec l'ensemble de l'apport du SIGREF, mais aussi à dessiner ce que serait un marché européen dans lequel nous sommes présents avec nos entreprises, mais dans lequel ils peuvent aussi faire du business. Et je mentionnerai par exemple l'EUCS, où ce niveau I+, que vous avez tous en tête, est vraiment une bataille de convaincre l'ensemble de ces acteurs qu'il existe un marché européen désirable et profitable pour eux comme pour nous, dans lequel la garantie du respect des conditions réglementaires en Europe, bien sûr la souveraineté, mais aussi la durabilité et ces ensembles, la protection, le RGPD, la résilience avec DORA pour nous les entreprises financières, eh bien il faut les flécher, il faut travailler avec eux et en même temps, il faut préparer, combattre, casser les relations existantes, les renouer. Et ça, cet aspect-là, eh bien, c'est vrai que nous, les DSI des grandes entreprises, on avait moins l'expérience de faire ça. On a toujours l'expérience qu'une relation fournisseur est une relation respectueuse de 20 ans, qui va continuer. Que diable, il serait vraiment honteux qu'un fournisseur le considère autrement. Bien, le monde d'aujourd'hui, les contraintes immenses qu'ont tous ces fournisseurs en dépendance eux-mêmes du côté capitalistique et cash, va faire en sorte que, je pense, on va oser à faire ça. Et j'ai beaucoup d'ambition à ce qu'on commence à le faire par le SIGREF. Ensuite, je voudrais vous parler, et puis je vais faire court, mais du numérique responsable, parce qu'on a démarré ce comité de recherche dédié avec les thématiques de l'éthique appliquée au numérique, l'empreinte environnementale et l'innovation responsable. Je vais me répéter, mais redire que le numérique responsable, c'est le numérique de confiance, dans toute sa globalité. Et que avancer de concert sur la confiance, en même temps qu'on avance sur la durabilité, qu'on avance également sur la souveraineté européenne, donc cet aspect de souveraineté ou d'autonomie stratégique pour nos entreprises, pour bien en parler et que Gilles a remis au cœur du jeu dans son exposé, il va falloir qu'on s'y attaque et qu'on convainque nos dirigeants, nos métiers, nos partenaires, nos clients, que c'est quelque chose qui n'est pas simplement enviable, mais qui est aussi le socle d'un monde économiquement prospère. Et ça, c'est un challenge. Enfin, je voudrais avoir plusieurs remerciements, et c'est le lot de la clôture de cette Assemblée générale, mais en réitérant l'importance de l'intelligence collective, tous les travaux, tous les rapports que l'on sort par an sont aussi le fruit de collaborations de partenaires. Donc on a effectivement l'habitude de citer Véronique et là Numéum, nos amis qui contribuent et qui ont contribué sur la partie AI Act, mais on a aussi des cabinets d'avocats, on a le futur référentiel de la gouvernance du numérique, un best-seller avec l'AFAI et l'IFACI. On a notre collaboration avec les directeurs financiers et des contrôleurs de gestion, la DFCG, avec lesquels on s'attaque à un sujet qui fait mal à la tête, et fait mal à la tête aussi au Crédit Agricole, c'est la CSRD. Et ça, l'invention d'un objet aussi abscon au bénéfice de quelque chose qui est le bien sociétal et la transformation sociétale, reste une grande énigme de comment l'Europe s'y prend pour mettre en marche les grands changements. Donc les défis qui nous attendent sont nombreux, vous l'aurez compris, mais ils représentent pour notre écosystème autant d'opportunités que nous avons l'obligation de saisir. Grâce à l'intelligence collective de notre communauté, grâce à nos engagements communs au sein de notre écosystème, je suis convaincu qu'on va réussir, alors défaire les obstacles, c'est ce que nous avions écrit, ce que j'avais écrit, on va dire passer les haies,
Vous savez pourquoi, et on va essayer de les passer avec le même brio que Bruno les a passés. Il y a quelques années, moi aussi, j'étais devant ma télé, ébahi par ces passages de témoins. Eh bien sûr, on peut se trouver dans notre écosystème quelques intérêts divergents parfois, mais ce sont toujours des intérêts de court terme, et ils ne tiendront pas face à l'ardente exigence de bâtir ce futur désirable. En fait, nous voulons ce futur désirable pour les générations de demain, un futur construit sur la science, la raison et un usage raisonné de la technologie. Ces générations sont là, elles nous regardent et nous leur devons l'avenir. Merci beaucoup.